Dans cette série, je vais m'efforcer de résumer du mieux de mes capacités le cours de Michel Foucault fait en 1979 au Collège de France et intitulé Naissance de la biopolitique. Dans ce cours, Michel Foucault va principalement parler de libéralisme et de néolibéralisme et s'intéresse à montrer en quoi ces idéologies sont en fait des instruments critiques de la notion d'État. Car comme le dit Geoffroy de la Gannerie dans son essai Néolibéralisme, théorie politique et pensée critique qui commente ce cours de Michel Foucault, l'une des affirmations peut-être les plus troublantes de naissance de la biopolitique est en effet qu'il y a quelque chose de libérateur qui s'élabore à travers le néolibéralisme. Dans les podcasts précédents, on a vu les spécificités de l'ordolibéralisme allemand et du néolibéralisme français. Dans celui-ci, on va s'intéresser aux spécificités du néolibéralisme américain. Le néolibéralisme américain s'est développé dans un contexte similaire au néolibéralisme français et à l'ordolibéralisme allemand. Son développement s'est organisé autour de la critique de 3 éléments. Premier élément, les programmes keynésiens type New Deal de Roosevelt ou plan Beveridge en Angleterre. Deuxième élément, c'est ce que Michel Foucault appelle les pactes sociaux de guerre et qui correspond aux aides sociales qui seront données aux combattants qui rentreront de la Seconde Guerre mondiale. Et troisième élément, la croissance de l'État fédéral basé sur un interventionnisme étatique au niveau de la pauvreté, de l'éducation et de la ségrégation. Je crois que c'est ces 3 éléments, la politique keynésienne, les pactes sociaux de guerre et la croissance de l'administration fédérale à travers les programmes économiques et sociaux, et tout ça qui a motivé en quelque sorte, on va constituer l'adversaire, la cible de la pensée néolibérale, qui a été ce à quoi elle s'est adossée ou ce à quoi elle s'est opposée pour se former et se développer. Il y a cependant des différences entre les néolibéralismes de part et d'autre de l'Atlantique. Le libéralisme et les revendications libérales sont en effet à l'origine même de la guerre d'indépendance et donc fondatrices des États-Unis en tant que pays, de la même manière que le libéralisme a légitimé l'État allemand à partir de 1948. L'exigence d'un libéralisme a fondé les États-Unis et la discussion de sa forme anime toujours le débat aujourd'hui. Le libéralisme en Amérique, eh bien, c'est tout de même toute une manière d'être et de penser. C'est un type de rapport entre gouvernants et gouvernés, beaucoup plus qu'une technique des gouvernants à l'égard des gouvernés. Un type de rapport entre gouvernants et gouvernés, disons si vous voulez que, alors que dans un pays comme la France, le contentieux des individus à l'égard de l'État tourne autour du problème du service et du service public, eh bien, le contentieux aux USA entre les individus et le gouvernement prend beaucoup plutôt l'allure du problème des libertés. C'est pourquoi, si vous voulez, je crois que le libéralisme américain actuellement ne se présente pas tellement comme une alternative politique, mais disons que c'est une sorte de revendication globale, multiforme, ambiguë, avec ancrage à droite et à gauche. Les États-Unis ne voient pas le libéralisme simplement comme des pratiques gouvernementales, comme une alternative technique à la gouvernementalité, mais plutôt comme une activité utopique ou utopisante, au même titre que peut l'être le socialisme en Europe. Pour Michel Foucault, il y a 2 aspects vraiment importants à la conception néolibérale américaine, la théorie du capital humain et le comportement que le gouvernement doit avoir par rapport à la criminalité. Les néolibéraux américains, en effet, disent ceci. C'est tout de même étrange. L'économie politique classique a toujours et très solennellement indiqué que la production de biens dépendait de 3 facteurs, la terre, le capital, le travail. Or, disent-ils, le travail, il est toujours resté inexploré. Il est resté en quelque sorte la page blanche sur laquelle les économistes n'ont rien écrit. La notion de travail n'est pas ou peu présente en tant que telle dans l'économie politique classique. Les néolibéraux critiquent l'économie classique en essayant de réintroduire le travail dans le champ de l'analyse économique. Ce reproche peut paraître un peu étrange étant donné qu'il existe une analyse bien connue qui se concentre sur le travail, et c'est l'analyse de Marx. Pour Marx, l'ouvrier ne vend pas vraiment son travail mais sa force de travail. Le salaire correspond alors à un équilibre entre l'offre et la demande en force de travail. Force de travail dont la valeur créée est en partie extorquée par le patron. Et pour Marx, on a ici la logique du capitalisme. Et c'est ça qui rend le travail abstrait. Or pour les néolibéraux, c'est à partir de là que leur analyse diffère de Marx. Là où pour Marx, c'est le capitalisme qui rend le travail abstrait, pour les néolibéraux, ce n'est pas le capitalisme, mais l'analyse économique classique. Les néolibéraux perdent donc une mutation de l'analyse économique. Pratiquement l'analyse économique d'Adam Smith jusqu'au début du XXe siècle
cette analyse économique, elle se donnait quoi comme objet? Elle se donnait comme objet l'étude, en gros, des mécanismes de production, des mécanismes d'échange et des faits de consommation à l'intérieur d'une structure sociale donnée, avec les interférences de ces trois mécanismes. Or, pour les néolibéraux, l'étude de l'analyse économique doit consister en quoi? Doit consister non pas dans l'étude de ces mécanismes, mais dans l'étude de la nature et des conséquences de ce qu'ils appellent les choix substituables, c'est-à-dire l'étude et l'analyse de la manière dont sont allouées des ressources rares à des fins qui sont concurrentes, c'est-à-dire à des fins qui sont alternatives, qui ne peuvent pas se superposer les unes aux autres. Pour les néolibéraux, l'analyse économique doit se concentrer sur l'allocation des ressources rares entre des individus et des objectifs qui sont différents. Ils rejoignent là, ou plutôt ils mettent en œuvre, une définition de l'objet économique qui avait été proposée vers 1930 ou 1932, je ne me souviens plus, par Robbins, qui de ce point de vue-là au moins peut passer aussi pour un des fondateurs de la doctrine économique néolibérale. Robbins qui disait « L'économie, c'est la science du comportement humain, comme une relation entre des fins et des moyens rares qui ont des usages mutuellement exclusifs. » L'économie ne doit plus être une analyse des choses ou des processus du genre capital, investissement ou production, mais essayer de comprendre le calcul qui a été fait ou qui doit être fait concernant l'allocation de ressources rares entre individus. L'analyse de processus, c'est l'analyse d'une activité. Ce n'est donc plus l'analyse de la logique historique de processus, c'est l'analyse de la rationalité interne, de la programmation stratégique de l'activité de l'individu. Il faut alors voir le travail non plus comme un produit d'échange, mais comme l'activité du travailleur. Et la question devient alors, pourquoi est-ce que les gens travaillent? Et pour des néolibéraux américains comme Gary Becker ou Theodore Schultz, les gens travaillent pour un salaire, pour un revenu. Et un revenu, c'est en fin de compte le produit ou le rendement d'un capital. Et quand on parle de capital, on parle de tout ce qui peut être, d'une manière ou d'une autre, une source de revenus futurs. Le travail est alors décomposé en capital et en revenu. Le travailleur est vu comme une forme de capital, c'est pourquoi on parle de capital humain. D'une certaine façon, le travailleur est une sorte de machine sur laquelle il faut investir pour accroître sa productivité, mais avec sa propre durée de vie, sa propre durée d'utilisabilité, son propre vieillissement et sa propre obsolescence. De sorte qu'il faut considérer que la machine constituée par la compétence du travailleur, la machine constituée par, si vous voulez, compétence et travailleurs individuellement liés ensemble, elle va tout au cours d'une période de temps être rémunérée par une série de salaires qui vont, pour prendre le cas le plus simple, commencer par être des salaires relativement bas au moment où la machine commence à être utilisée, puis ces salaires vont augmenter, puis ils vont baisser avec l'obsolescence de la machine elle-même ou le vieillissement du travailleur en tant que machine. Bon. Il faut donc considérer l'ensemble comme un complexe machine-flux, disent les néo-économistes. Tout ça, c'est dans Schultz. C'est donc un ensemble machine-flux, et vous voyez qu'on est tout à fait aux antipodes d'une conception de la force du travail qui devrait se vendre sur le prix du marché à un capital qui serait investi dans une entreprise. C'est une manière de revisiter la théorie de l'homo economicus, qui, de partenaire d'échange, devient entrepreneur de lui-même, c'est-à-dire son propre capital, son propre producteur et la source de ses revenus. À ce titre, pour des gens comme Gary Becker, le consommateur doit alors être vu comme un producteur de sa propre satisfaction. Tout le monde est alors producteur et consommateur, et c'est cela le capital humain. Ce capital humain peut être inné ou acquis. Inné dans le sens d'héréditaire ou sous forme de don naturel, mais ce n'est pas sur ce capital humain que l'on va se concentrer. Le problème principal pour les néolibéraux, c'est la constitution plus ou moins volontaire au cours de la vie des individus du capital humain acquis. Pour former ce capital humain acquis, il faut bien entendu des investissements éducatifs. Ces investissements sont bien plus que simplement de l'instruction scolaire ou des formations professionnelles. C'est aussi le temps que les parents passent avec l'enfant, le niveau culturel des parents transmis à l'enfant, l'environnement de l'enfant, les investissements de santé, la mobilité des individus, etc.
Tout cela représente un coût et donc un investissement. Et tous ces investissements permettent l'innovation technique. C'est-à-dire, si l'on trouve des choses nouvelles, si l'on découvre des formes nouvelles de productivité, si on fait des inventions de type technologique, ce n'est rien d'autre, tout cela, que le revenu d'un certain capital, lequel capital, c'est le capital humain, c'est-à-dire l'ensemble des investissements que l'on a fait au niveau de l'homme lui-même. Et reprenant ainsi le problème de l'innovation à l'intérieur de la théorie plus générale du capital humain, ils essaient de montrer, alors en refiltrant l'histoire de l'économie occidentale et celle du Japon depuis les années 1930, ils essaient de montrer que la croissance considérable, bien sûr, de ces pays pendant cette époque-là, pendant les 40 ou les 50 dernières années, eh bien, cette croissance, on ne peut absolument pas en rendre compte en tenant compte simplement des variables de l'analyse classique, c'est-à-dire de la terre, le capital et le travail, entendu en temps de travail, c'est-à-dire en nombre de travailleurs et en nombre d'heures. Seule une analyse fine de la composition du capital humain, de la manière dont ce capital humain a été d'une part augmenté, des secteurs dans lesquels il a été augmenté, et de la manière des éléments qui ont été introduits à titre d'investissement dans ce capital travail, c'est cela seulement qui peut rendre compte de ce capital humain, c'est cela seulement qui peut rendre compte de la croissance effective de ces pays. Le problème de la croissance devient alors un problème d'investissement dans le capital humain. D'une certaine façon, dans ce genre d'analyse, il y a une inversion des rapports du social à l'économie. C'est-à-dire, d'autres termes, l'application de la grille économique à un champ qui, au fond, depuis le 19e siècle, et on peut dire sans doute depuis la fin du 18e déjà, à un champ qui avait été défini en opposition avec l'économie, ou en tout cas en complément de l'économie, comme étant ce qui, en soi, par ses propres structures et par ses propres processus, ne relève pas de l'économie, quand bien même l'économie se situe à l'intérieur de l'économie elle-même se situe à l'intérieur de ce domaine. Autrement dit encore, c'est le problème de l'inversion du rapport du social à l'économique qui est, je crois, en jeu dans ce type-là d'analyse. Si on revient sur la politique sociale désirée par les ordolibéraux allemands, ils voulaient une société capable de soutenir le marché et en particulier ses mécanismes concurrentiels. Les objectifs étaient alors d'éviter la centralisation, mais aussi de soutenir l'artisanat, les petits commerces et les moyennes entreprises, ou encore de substituer aux couvertures sociales étatiques les assurances individuelles. Ça veut dire d'un côté, généraliser en effet la forme entreprise à l'intérieur du corps ou du tissu social. Ça veut dire reprendre ce tissu social et faire en sorte qu'il puisse se répartir, se diviser, se démultiplier selon, non pas le grain des individus, mais le grain de l'entreprise. La société pour les ordolibéraux allemands doit donc être une société pour le marché, et en même temps une société contre le marché dans le sens où les effets considérés comme néfastes par le marché doivent être compensés. Pour eux, il faut que l'État soit capable d'être un arbitre des différents groupes concurrentiels et des différentes entreprises en concurrence les unes avec les autres. Il faut organiser un cadre politique et moral du recul. Un cadre politique et moral qui comporte quoi? Premièrement, un État qui soit capable de se maintenir au-dessus des différents groupes concurrentiels et des différentes entreprises en concurrence les unes avec les autres. Il faut que ce cadre politique et moral assure une communauté non désagrégée et enfin qu'elle garantisse une coopération entre des hommes naturellement enracinés et socialement intégrés. Selon Michel Foucault, les néolibéraux américains ont une vision différente. Premièrement, l'analyse économique en termes d'économie de marché, c'est-à-dire capital et revenu, doit pour eux s'appliquer à des domaines non économiques. Par exemple, dans le cadre d'une mère qui s'occuperait de son enfant, si elle y investit du temps, c'est pour accroître son capital humain qui finira par produire un revenu. Ce revenu, c'est le salaire qu'aura l'enfant. Eh bien, pour la mère, elle qui a investi quel revenu? Eh bien, disent les néolibéraux, un revenu psychique, qui sera la satisfaction que la mère prend à donner les soins à l'enfant et à voir que les soins ont en effet réussi. On peut donc analyser en termes d'investissement, de coût de capital
de profit du capital investi, de profit économique et de profit psychologique, tout ce rapport qu'on peut dire, si vous voulez, le rapport formatif ou le rapport éducationnel au sens très large du terme, entre la mère et l'enfant. C'est une des raisons qui fait que bien que les individus et les ménages se sont fortement enrichis, ils font moins d'enfants, car l'important, c'est le capital humain acquis, et plus celui-ci est investi dans un enfant, plus il sera à même de créer un revenu. C'est la même chose en ce qui concerne les contrats de mariage, qui permettent ainsi de réduire le nombre de transactions directes entre les mariés. Ceci peut paraître drôle, mais ceux d'entre vous qui connaissent le texte laissé par Pierre Rivière avant sa mort, et où il décrit comment vivaient ses parents, vous vous apercevez qu'en effet, la vie matrimoniale d'un couple de paysans au début du XIXe siècle était perpétuellement tissée et tramée de toute une série de transactions. Je vais labourer ton champ, dit l'homme à la femme, mais à condition que je puisse faire l'amour avec toi. Et la femme dit, tu ne feras pas l'amour avec moi tant que tu n'auras pas nourri mes poules, etc. Il y a là on voit apparaître dans un processus comme celui-là une sorte de perpétuelle transaction dont le contrat de mariage devait sans doute constituer par rapport auquel le contrat de mariage devait constituer une espèce de forme d'économie globale qui permettait de n'avoir pas à renégocier à chaque instant. Le deuxième aspect intéressant des néolibéraux américains, c'est d'utiliser leurs analyses économiques comme moyen de tester l'action et les pratiques des gouvernements en vérifiant leur validité et en pouvant, si nécessaire, objecter à la puissance publique, ses abus, ses excès, etc. C'est la justification d'une critique permanente du gouvernement sous forme d'une critique qui ne sera pas simplement politique et juridique, mais aussi marchande. C'est à ce moment-là que sont fondés les premiers think tanks libéraux comme l'American Enterprise Institute en 1943, avant même l'école d'économie de Chicago. On ne peut pas ne pas penser, en voyant s'exercer ce type-là de critique, à une analogie que je laisse, encore une fois sous la forme d'analogie, c'est la critique positiviste du langage quotidien. Quand vous prenez la manière dont les Américains ont utilisé la logique, le positivisme logique de l'école de Vienne pour l'appliquer au discours, que ce soit d'ailleurs le discours scientifique, le discours philosophique ou le discours quotidien, vous y voyez là aussi une espèce de filtrage de tout énoncé, quel qu'il soit, en termes de contradictions, de défauts de consistance, de non-sens, etc. Mais on peut dire jusqu'à un certain point que la critique économiste que les néolibéraux essaient d'appliquer à la politique gouvernementale, c'est bien là aussi de filtrer toute action de la puissance publique en termes de contradictions, en termes de défauts de consistance, en termes de non-sens, etc. La forme générale du marché devient un instrument, un outil de discrimination dans le débat avec l'administration. Le laisser-faire du marché qui était demandé par les libéraux au gouvernement est retourné. Il ne sert plus comme principe d'autolimitation du gouvernement, mais comme critique permanente en face du gouvernement. Ces deux aspects du néolibéralisme américain, c'est-à-dire l'analyse des comportements non économiques à travers un prisme économique et la critique permanente du gouvernement, ont des tas d'implications dans la manière dont le gouvernement gère certains problèmes sociaux. Par exemple, la pénalisation et les problèmes de criminalité deviennent alors des enjeux de l'économie politique. La critique du système pénal s'oriente vers une critique économique. Quel est le coût d'arrêter tel ou tel petit délinquant par rapport au coût de le laisser libre ? La loi n'est plus simplement morale. La loi, c'est la solution la plus économique pour bien punir les gens et pour que cette punition soit efficace. Premièrement, on va définir le crime comme une infraction à une loi formulée. Deuxièmement, donc, jamais de crime et impossibilité d'incriminer un acte tant qu'il n'y a pas une loi. Deuxièmement, les peines doivent être fixées et fixées une fois pour toutes par la loi. Troisièmement, ces peines doivent être dans la loi même fixées selon une gradation qui suit la gravité même du crime. Quatrièmement, le tribunal n'aura donc plus désormais, tribunal pénal, n'aura plus désormais qu'une chose à faire, c'est d'appliquer au crime tel qu'il a été établi et prouvé, une loi qui détermine à l'avance quelle est la peine que le criminel doit subir en fonction de la gravité de son crime. Mécanique absolument simple, mécanique apparemment
tout à fait évidente qui constitue la forme la plus économique, c'est-à-dire la moins coûteuse et la plus certaine, pour obtenir la punition et l'élimination des conduites considérées comme nuisibles pour la société. Tout aspect moral aux lois a disparu. La loi punit simplement les crimes. Mais qu'est-ce que les crimes dans ce cas? C'est Becker, dans son article Crime et châtiment, qui donne cette définition de crime. J'appelle crime toute action qui fait courir à un individu le risque d'être condamné à une peine. Bon. Je suis surpris que vous riez parce que c'est tout de même à très peu de choses près la définition que le code pénal français, et par conséquent tous les codes qui en sont inspirés, donne du crime, puisque vous savez bien que le code pénal, comment est-ce qu'il définit un délit? Il dit le délit, c'est ce qui est puni par des peines correctionnelles. Qu'est-ce que c'est qu'un crime? Le code pénal, c'est le code pénal qui est le vôtre. C'est ce qui est puni. Un crime, c'est ce qui est puni par des peines afflictives et infamantes. Autrement dit, le code pénal ne donne aucune définition substantielle, aucune définition qualitative, aucune définition morale du crime. Le crime, c'est ce qui est puni par la loi, point, c'est tout. On est là dans une conception pénale qui se trouve du point de vue du criminel. Ce déplacement de point de vue, par rapport à la situation française, est très similaire au déplacement de point de vue des néolibéraux concernant la notion de travail. D'une certaine façon, le criminel est un investisseur. Avec cette vision, il attend et espère un profit d'un acte qui lui fait courir un risque. Le système pénal réagit donc non pas à des individus, mais à des offres de crimes. La punition doit cependant rester corrélée à la gravité du crime. Le problème qui se pose pour les néolibéraux, c'est comment punir efficacement, c'est-à-dire comment il est possible de limiter au mieux le nombre et l'intensité des crimes et délits avec un coût pour les contribuables le plus faible possible. Il est ainsi admis, au moins implicitement, qu'une société sans crime est impossible. L'objectif pénal n'est pas de rendre l'impossibilité de tout crime. La politique pénale doit absolument renoncer, à titre d'objectif, à cette suppression, à cette annulation exhaustive du crime. La politique pénale a pour principe régulateur une simple intervention sur le marché du crime et par rapport à l'offre de crime. C'est une intervention qui limitera l'offre de crime et le limitera seulement, et le limitera par une demande négative dont le coût ne devra évidemment jamais dépasser le coût de cette criminalité dont il s'agirait de limiter l'offre. C'est la définition que donne Stigler de l'objectif d'une politique pénale. L'enforcement, dit-il, de la loi a pour but d'obtenir un degré de conformité à la règle du comportement prescrit que la société croit pouvoir se procurer en tenant compte du fait que l'enforcement est coûteux. C'est dans le Journal of Political Economy de 1970. Le problème est alors de savoir combien de crimes faut-il tolérer, et quels crimes seraient intolérables. On pourrait avoir l'impression que Michel Foucault parle ici de complètement autre chose que du néolibéralisme. Mais il parle en fait des implications néolibérales sociales et du fait que le social doit être pensé comme un marché. Il prend alors pour exemple le combat contre la drogue. Le problème du combat contre la drogue peut être analysé par l'économie politique, car c'est essentiellement un problème de marché. La politique pénale, à l'encontre de la drogue, avait jusqu'aux années 1970 à peu près pour but de réduire l'offre de drogue. Les moyens mis en jeu furent alors de contrôler et démanteler partiellement les réseaux de raffinage et de distribution. La conséquence a alors été la création de monopoles et d'oligopoles du marché de la drogue, augmentant de fait le prix de ces dernières par manque de concurrence. Le problème étant que pour certains usagers, leur demande en drogue est complètement inélastique, c'est-à-dire que leur addiction les empêche d'arrêter leur consommation et que par conséquent, l'augmentation des prix ne réduit pas leur demande. Et c'est cette inélasticité de toute une couche de la demande de drogue qui va faire que la criminalité va augmenter, en termes clairs, qu'on va buter quelqu'un dans la rue pour lui prendre $10 avec quoi s'acheter la drogue dont on a besoin. De sorte que, de ce point de vue-là, la législation, le style de législation, plutôt le style d'enforcement de la loi qui avait été développé au cours des années 60 s'est avéré être un échec sensationnel. La solution néolibérale théorique proposée au problème de la drogue est tout autre. Il y a dans ce marché deux types de consommateurs, les toxicomanes dont la demande est inélastique et les nouveaux entrants dont la demande est-elle élastique. Les trafiquants vendent alors de la drogue pas chère aux nouveaux entrants et de la drogue très chère aux toxicomanes. Pour les néolibéraux,
La loi doit être appliquée sur ce marché de telle sorte que le prix d'entrée soit très cher pour éviter la création de nouveaux toxicomanes, mais aussi très faible pour les gens déjà accros, de manière à éviter la criminalité induite par la nécessité de la consommation de drogue. C'est toujours la même logique de limitation des risques mise en face du coût pour le gouvernement et donc pour le contribuable. C'est au final ce qui caractérise le néolibéralisme américain et qui, je pense, est toujours d'actualité aujourd'hui. Dans ce podcast, je vous ai résumé les sessions 9 et 10 de Naissance de la biopolitique. Ce qu'il faut retenir, c'est la différence entre le néolibéralisme américain et les néolibéralismes européens. Le néolibéralisme américain repose au final constamment sur la question du coût des transactions. Le terme de transaction doit être pris de manière la plus large possible, quel que soit le champ d'application, c'est-à-dire pas forcément que pour le champ économique. C'est une critique permanente du gouvernement par le prisme marchand. Enfin, c'est la transformation du sujet qu'est l'individu dans toute sa complexité en consommateur-producteur. C'était PH, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions ou des objections, n'hésitez pas à commenter. De même que si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à le partager et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.